Dans le cadre de la politique prioritaire du gouvernement, mieux protéger et accompagner les femmes victimes de violences, des parcours de femmes ayant subi des violences de la part du conjoint ou ex-conjoint ont été développés comme outils facilitant l'interconnaissance entre les acteurs du milieu. Les parcours sont un outil de formalisation permettant une compréhension commune et diversifiée à travers plusieurs grilles d'information. La ligne centrale, en bleu foncé, est le vécu de la femme dans les grandes étapes. En vert, on retrouve les liens avec les acteurs qui l'accompagnent et les dispositifs utilisés. Une courbe en bas représente ses émotions et ses charges de stress. L'ensemble est documenté par des verbatims représentatifs du vécu qui donnent corps aux étapes et des chiffres qui permettent de situer son vécu en tant que persona au regard de la population. Le parcours du mari est indiqué lui aussi en marron. Rentrons en immersion dans le parcours d'Élise, de la détection jusqu'à l'après-procès. La situation est celle d'Élise, elle a 32 ans et elle est assistante de direction. Elle habite à Lyon avec Thibaut, il est commerçant, respecté et connu dans le quartier. Ce parcours met en lumière l'enjeu des cycles de violence et des processus d'emprise, la sécurisation des victimes et la prise en charge des auteurs. La violence est déjà présente dans le couple. Élise est enceinte, la sage-femme soupçonne un problème, elle vient d'accoucher prématurément et l'arrivée du bébé ne calme pas la situation. À la reprise du travail, c'est une collègue bien informée qui parvient à interpréter les absences et stress d'Élise et détecter un problème de violence. Elle a une écoute adaptée. Ici, on note un premier sujet qui est la qualité d'écoute. Détecter les signaux faibles, c'est l'inverse de ce qui arrive la plupart du temps. Minimiser, dédramatiser le vécu de la personne. Grâce à cette collègue, Élise commence à prendre conscience de sa situation, de la violence qu'elle subit. Elle est orientée vers une association lyonnaise connue sur ce domaine. Ici, c'est déjà une situation rare d'être bien orientée. Ensuite, la particularité de la violence conjugale, c'est qu'elle se répète en cycle violence-apaisement, et cela peut prendre un certain temps avant que la personne aille chercher de l'aide, du soutien. Ici, cela prend 6 mois. Et on voit que pendant ce temps, c'est le yo-yo émotionnel avant d'arriver au moment de trop, celui où elle pousse finalement la porte de cette association. L'association l'écoute et l'informe sur les options pour sortir de cette situation, dont la possibilité de porter plainte. Mais le fait de porter plainte n'est pas si simple. D'une part, les femmes ont peur, le sentiment qu'on ne peut plus revenir en arrière. Par ailleurs, les victimes sont souvent mal informées des conséquences de la plainte, n'ont pas confiance et ont peur pour leur sécurité. En l'occurrence, Élise fait demi-tour et ne porte pas plainte. Elle arrête aussi l'accompagnement, ce qui est un vrai problème pour l'ensemble des acteurs, la perte du lien avec la victime. Les cycles de violence se répètent et en général, il faut attendre un pic déclencheur, souvent lié aux enfants, comme ici, le bébé qui tombe lors d'un épisode de violence, pour enclencher une mise en action plus poussée. Même si elle est encore peu développée, il existe quelques itinéraires bis qui mériteraient d'être cités et servir d'appui pour développer des pistes d'amélioration, de solutions. Avant de poursuivre sur la suite du parcours d'Élise, on peut revenir un instant sur la charge mise sur les victimes et focaliser sur l'angle mort de la prévention et de la prise en charge des auteurs. Ici, la collègue ou l'association aurait pu orienter vers un conseiller conjugal, dans le cas où la violence n'est pas déjà engagée. À cet endroit, il y a un accès potentiel à l'auteur, une opportunité de sensibilisation sur le sujet de violence, un espace sécuritaire pour prendre conscience des comportements déviants au sein du couple pouvant aller jusqu'à de la violence, pour faciliter la séparation ou éviter les escalades de violence. Mais en réalité, le volontariat est faible et pas toujours adapté, seulement 10% de personnes volontaires. Mais revenons maintenant à la réalité d'Élise. Le bébé tombe, ils vont ensemble à l'hôpital, où le médecin, très informé et outillé, parvient à détecter la situation et les sépare pour informer Élise de ses droits. Élise est maintenant décidée à partir et enclenche des relations avec différents acteurs, la PMI, ici, plus tard la CAF. À noter que si ici le médecin a été formé, connaît les outils, seulement 22% des violences conjugales sont détectées lors de passage à l'hôpital. Il reste donc une marge de progression sur l'utilisation et la mise en œuvre de ces dispositifs. En l'occurrence, le médecin réalise une IP, information préoccupante, sur l'enfant, qui déclenche une visite d'enquête au domicile avant d'informer le procureur. Cette visite organisée en urgence peut mettre Élise dans une situation de danger, en accentuant la violence de Thibaut
et le sentiment d'insécurité d'Élise. Le médecin aurait pu aussi informer Thibaut et Élise. On constate un sujet du côté des médecins, à la fois dédiaboliser l'IP, mais aussi mieux l'encadrer pour éviter cette situation, notamment en étant transparent avec la famille. Il y a un besoin pour les médecins de comprendre ce qu'il se passe une fois l'IP faite pour mieux agir en amont. Élise se réfugie chez ses parents. Thibaut comprend maintenant qu'elle veut partir et s'engage un cycle d'aller-retour de pardon, de lune de miel et de violence très fréquent qui allonge la durée entre la décision de partir et le départ effectif. Ces allers-retours sont difficiles à gérer. Il y a beaucoup de découragement pour les acteurs de terrain qui aident et suivent les femmes, surtout quand le lien se rompt. Et en même temps, des recherches d'aide sont enclenchées, financières, de logement, etc. Chacune de ces démarches sont des charges qui s'ajoutent et des parcours en soi. Thibaut rôde autour de la maison, ce qui incite Élise à aller porter plainte. Cette fois-ci, elle y va. Elle est confuse et stressée, son discours n'est pas clair, et elle ne fait pas mention de violence conjugale et parle surtout du fait que Thibaut cherche à voir leur enfant. Élise ne parvient pas à formuler suffisamment la situation et la plainte n'est pas déposée. Se pose à nouveau la question de la sécurisation d'Élise et ébranle sa confiance dans le système. On note ici, outre la question de l'accueil, notamment lorsque l'explication n'est pas claire ou décentrée du vécu de violence conjugale, que le policier n'a pas forcément creusé dans son logiciel pour voir les éventuels antécédents. Ici, le lien n'est pas fait entre les différents acteurs, comme par exemple un signalement du procureur qui aurait pu recouper les déclarations d'Élise. Suite à ces allers-retours et une deuxième tentative de plainte avortée, Élise réussit à partir temporairement de chez elle et reste chez ses parents. Thibaut rôde autour de la maison et veut voir le bébé. Un épisode de violence dégénère et la mère appelle la police, qui arrive et constate la violence puis sécurise. Élise est emmenée à l'hôpital, Thibaut est placé en garde à vue. Elle est auditionnée au commissariat et porte plainte. Au total, il a fallu plus d'1 an avant qu'Élise soit reconnue victime et sécurisée. Car pour rappel, si elle n'est pas reconnue par les services de sécurité comme victime, il n'y a pas de prise en charge pour sa sécurité. Après l'enquête, Élise est confirmée comme victime de violences conjugales, obtient la garde exclusive de l'enfant ainsi qu'une aide de la CAF et l'accès à un logement social, qui sont des parcours en soi. Ensuite, on sait que la fin de ce type de parcours est encore assez longue pour la victime sur les conséquences psychologiques. Retrouver la confiance, ne pas répéter le même schéma, être en capacité de travailler, etc. Mais dans le vécu des victimes, on sait aussi que tant que l'auteur est dans le déni, il n'y aura pas de tranquillité pour la victime. On propose donc ici de laisser temporairement ces enjeux soulevés pour Élise, afin de se concentrer sur la question de l'auteur, qui reste un angle moins maîtrisé du sujet. Aujourd'hui, la condition nécessaire pour toute prise en charge de l'auteur passe par la judiciarisation. Dans le cas du parcours présenté ici, Thibaut est pris en charge par le CPCA de Lyon, où il effectue des entretiens individuels, se responsabilise via des groupes de parole et obtient une prise en charge psychologique. Ici, on est dans le cas où ça fonctionne. Il prend conscience de sa propre violence, accepte la séparation. Il faut savoir qu'il y a également des dispositifs novateurs, tels que des casques de modélisation des faits. Mais la réalité est malheureusement moins optimiste. Les prises en charge ne sont pas nécessairement suivies et pas toujours efficaces, et seulement 10% vont dans les CPCA. On voit dans le cas de ce parcours alternatif l'effet collectif du stage, qui peut fonctionner sur certaines personnes et non sur d'autres, où il peut conforter le déni en entendant d'autres dire « elle l'avait bien cherché, elle m'a poussé à bout » et la difficulté de suivi psychologique. Et dans ce cas, malgré le dispositif du téléphone grave danger dont dispose la femme, il parvient à s'introduire chez elle et la tue. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé, et la récidive est d'ailleurs très forte, puisqu'elle représente 46% des cas. Pour cela, il nous semble intéressant de se concentrer sur la prise en charge des auteurs comme axe à mettre en avant. Les grands axes ressortant de ce parcours sont la sensibilisation et la formation des professionnels, la sécurisation des victimes tout au long du parcours, et enfin la prise en charge des auteurs.